Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Après avoir fait trembler Moscou ce week-end, les miliciens de Wagner ont finalement décidé de se retirer et reprendre leur position en Ukraine. Quant à leur chef Evgeny Prigojine, il devrait s'installer en Biélorussie. Mais chose étonnante, nombreux sont les commentateurs qui voient qu'à défaut de l'Ukraine, le Kremlin pourrait se débarrasser des miliciens de Wagner en les envoyant massivement en Afrique. L'Afrique où cette milice opère depuis plusieurs années, non sans des accusations de violence et de violation des droits de l'homme. On en parle justement avec notre invité, l'analyste politique Arin Zouzi, que nous avons le plaisir de retrouver. Il est également le producteur associé du JT diplomatique. Bonjour à vous, Arin Zouzi. Oui, bonjour Omar. Bonjour. Alors, tout d'abord, un petit commentaire sur ce qui s'est passé ce week-end et qui a tenu le monde en haleine. Écoutez, c'est tout à fait surréaliste de voir effectivement qu'un groupe de surcroît paramilitaire servant de force supplétive à l'armée régulière russe se retourne contre le Kremlin. C'est d'autant plus surréaliste que l'une des stratégies qui avait été, disons, adoptée par le Kremlin dans cette opération spéciale en Ukraine était précisément d'utiliser les compétences de ce groupe Wagner, tant controversé, pour pouvoir s'infiltrer de manière beaucoup plus profonde dans le territoire ukrainien et en menant effectivement des opérations commando qui avaient rencontré un certain succès au tout début de l'opération, mais qui par la suite ont été plombées par un problème à la fois d'approvisionnement, mais aussi d'acheminement de matériel qui n'ont pas permis de faire en sorte que ce groupe puisse être effectivement opérationnel. Cela a effectivement entraîné des plaintes de la part de Prigojine qui s'est tout simplement rendu compte que la chaîne d'approvisionnement était interrompue et que par conséquent, les objectifs qui avaient été assignés à cette mission commençaient petit à petit à faire l'objet de dissensions entre, d'une part, le Kremlin, ou en tout cas l'entourage du président russe, et bien évidemment l'état-major russe, sans oublier bien évidemment Wagner. Cela fait effectivement désordre, cela ternit davantage l'image de l'armée russe, mais cela doit aussi nous interroger sur l'utilité réelle ou supposée d'un tel dispositif dans un conflit, on va dire, classique, avec bien évidemment des arrière-pensées que nous avons tenté peut-être d'analyser ensemble. Effectivement, avant de quitter la Russie et l'Ukraine, disons qu'aujourd'hui on se dit finalement qui a gagné dans cette partie entre Poutine et sa création, hein, dont, comme le disent certains, Evgeny Prigojine, finalement, quelque chose en tout cas s'est fissuré dans, disons, l'image de la Russie. Dans cette affaire, tout le monde est perdant. En premier lieu, bien évidemment, Vladimir Poutine, qui avait beaucoup misé sur Wagner et qui, au fond, se retrouve comme cette sorte de création qui vous explose à la figure avec, en perspective ou en toile de fond, une perte d'autorité qui probablement pourrait inciter certains à prendre des initiatives malheureuses. Et pour ce qui est de Wagner, c'est bien évidemment un discrédit total. Après avoir vu Prigojine fanfaronner sur le terrain et sur certains médias quant à la force de son groupe et du soutien dont il était censé bénéficier de l'armée régulière, aujourd'hui c'est véritablement une catastrophe médiatique, en tout cas pour ce qui est de la perception que l'on a de ce groupe, mais c'est aussi malheureusement, il faut bien le dire, la confirmation de ce que l'on pensait, de ce que l'on soupçonnait, de ce que l'on croyait déjà depuis un certain temps quant à la fiabilité de ce groupe paramilitaire. Alors, la suite, je le disais dans l'introduction, est que Evgeny Prigojine devrait, entre guillemets, s'exiler en Biélorussie voisine. Ces miliciens ne seront pas poursuivis. Alors, quand on écoute les commentateurs, que ce soit de Moscou ou d'ailleurs, on se dit certainement on devrait s'en débarrasser, soit en Ukraine ou en Afrique. Parlons de la présence de Wagner en Afrique. Elle est synonyme de quoi, Arin Zouzi?
Écoutez, vous savez, lorsque Wagner apparaît sur le continent africain pour la première fois dans les années 2017-2018, au Soudan, Libye, Centrafrique et puis le Mali, nous sommes là face à une offre récurrente qui est en fait un soutien sécuritaire en échange d'une prédation des ressources naturelles. C'est un peu le modèle économique de ce groupe paramilitaire que de s'implanter dans certains pays pour officiellement mener trois missions, on va quand même les rappeler. La première, bien évidemment, c'est de former les unités d'élite des armées régulières. La deuxième, c'est de renforcer la sécurisation des institutions locales. Et la troisième, évidemment, c'est de mener, lorsque cela s'avère nécessaire, des opérations sur le terrain avec les armées régulières des pays concernés, histoire de leur donner un renforcement de capacité, mais tout ça avec en toile de fond une exploitation, parfois, j'allais dire, abusive des ressources naturelles, des matières premières, qui est une manière aussi de se servir sur la bête ou tout simplement de se rembourser pour ce qui est de l'effort de guerre. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que lorsque l'on veut mettre en concurrence deux modèles totalement opposés, le modèle occidental, dont on est bien d'accord qu'il est à la fois intrusif, infantilisant, pour ne pas dire parfois même, je dirais, exagéré, hein, pour ceux qui considèrent que la souveraineté des pays d'Afrique subsaharienne, notamment, est parfois mise à mal par les ingérences multiples des Occidentaux. Vous avez un second modèle qui est beaucoup plus laxiste et beaucoup moins regardant sur les principes et qui est incarné par certains pays, hein, certains pays émergents qui n'offrent, en tout cas ne demandent aucune conditionnalité. On pense évidemment à la Chine et à la Russie. Dans le cas de la Russie, c'est un modèle très particulier puisqu'il se fonde essentiellement sur un renforcement des capacités militaires des pays qui sont ciblés par Moscou pour y étendre son influence en échange évidemment d'un accès prioritaire aux ressources naturelles. Cela fait tâche dans un environnement où on a besoin davantage de stabilité et cet épisode malheureusement fragilise la position de Wagner en Afrique, quoi qu'en disent d'ailleurs les spécialistes ou ceux qui soutiennent encore Wagner. Cela laissera forcément des traces et cela montre que Wagner n'est pas aussi invincible qu'on le pense. Alors, qu'en est-il des moyens opérationnels actuellement de Wagner sur le continent? On sait que, en tout cas, l'armée russe est très entamée en termes de nombre par cette guerre. Il en est de même pour les miliciens de Wagner, dont le chef a plusieurs fois dit que ces hommes servaient de chair à canon, notamment dans certaines parties comme Bakhmout. Est-ce que cette milice a jusqu'à présent, ces mercenaires ont jusqu'à présent une capacité d'action sur les territoires où ils sont installés sur le continent? Alors, il faut considérer Wagner dans son ensemble comme une véritable pieuvre tentaculaire ayant des ramifications dans plusieurs pays. On peut parler de franchise ou de filiale, si vous voulez, avec des commandements autonomes, mais qui obéissent à un seul homme, Prigojine. Donc cette autonomisation ou cette autonomie de Wagner dans certains théâtres d'opération les rend effectivement incontournables, jusqu'à présent, disons. Mais il est clair qu'en cas de crise au sommet, cela pourrait effectivement donner d'autres idées. Vous savez, ce que Prigojine a fait à Poutine peut également lui arriver. Si tant est qu'il a effectivement confiance en certains hommes qui ont, disons, dans leur commandement, je dirais, les destinées de Wagner dans les théâtres d'opération où il évolue, il n'est pas exclu effectivement que ces responsables finissent par s'affranchir de la tutelle de Prigojine et finissent par lui faire subir ce qu'il a fait subir à Vladimir Poutine. Mais tout cela n'est pas du tout rassurant. Ce n'est pas du tout rassurant. Alors, est-ce que sur la base de l'expérience de Wagner en termes, je prends le cas du Mali, où on parle de formation des forces maliennes, concrètement, quel est le résultat obtenu jusque-là? C'est très difficile à dire parce qu'il y a énormément d'opacité autour de cette collaboration entre Wagner et les autorités maliennes. On peut le comprendre. Il faut quand même rappeler que le Mali est un État souverain et que par conséquent, ce pays a la liberté totale de contracter avec le partenaire de son choix. Mais tant que cela n'affecte pas sa souveraineté, nous verrons comment les choses s'articuleront. Pour l'instant, à ma connaissance, le gouvernement malien n'a pas fait état de problèmes particuliers avec Wagner. Néanmoins, on peut
considérer que sur le terrain, les avancées qui ont été annoncées n'ont pas été aussi significatives qu'on pourrait le croire. Au contraire, il y a des informations qui font plutôt état de difficultés, mais cela, nous verrons comment est-ce que l'évolution évoluera sur le terrain. Et si vous le permettez, j'aimerais quand même apporter une petite précision. L'exil réel ou supposé de Prigojine en Biélorussie pose un vrai problème parce que si effectivement ces troupes se retrouvent de l'autre côté de la frontière, ça veut dire qu'ils n'ont pas été démobilisés, ils gardent leurs armes, n'ont pas été finalement désarmés. Cela veut dire que même Loukachenko, qui aurait fait une mission de bons offices, est en danger. Et on peut aussi gager qu'à un moment donné, l'armée régulière biélorusse posera effectivement le problème de la présence Wagner, qui pourra, de manière tout à fait libre, traverser la frontière dans les deux sens et contrarier davantage comment dirais-je, les ambitions de Moscou. Donc il y a un vrai problème, un vrai danger, à la fois pour Vladimir Poutine en termes d'instabilité, mais aussi pour Loukachenko. En tout cas, ça, c'est sur le champ russo-ukrainien. Alors, qu'en est-il de ce dont on parle, d'exploitation de mines, d'or ou de ressources naturelles en Afrique? Est-ce que cela est réellement prouvé en ce qui concerne Wagner dans ces pays d'implantation? Disons que c'est très très documenté, hein. Les nombreux services occidentaux qui sont actifs dans les différents pays où opère Wagner ont effectivement des preuves irréfutables. C'est très documenté sur l'exploitation par ce groupe de richesses, ou en tout cas leur libre accès prioritaire dans certaines zones potentiellement riches en matières premières. Et cela cyniquement pourrait s'expliquer aussi par le fait que à un moment donné, lorsque Wagner présente sa facture en tant que sous-traitant dans ces pays-là, il y a effectivement une compensation qui peut tout à fait se faire. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire de quelle nature se fait cette compensation ou en tout cas à quelle échelle cela se négocie. Alors, en termes de responsabilité, on en a parlé à plusieurs reprises ici. Est-ce que, quand même, les États qui font appel à Wagner le font parce qu'ils n'ont pas de choix, n'ont pas de solution, mais sur le long terme, mesure-t-il l'aspect néfaste que cela peut servir en termes de liquidation, en termes d'instauration d'une ambiance qui n'est pas du tout celle qui permet en tout cas le développement dans un environnement de paix? Alors, ce qu'il faut d'emblée préciser, c'est que les États qui font appel à Wagner, en réalité, font d'abord appel à la Russie. La Russie se contente de sous-traiter sa présence, notamment militaire et sécuritaire, à travers ce groupe. Ceux qui ont opté pour cette solution l'ont fait surtout en réaction avec une forme d'ingérence et de présence française qui, du point de vue évidemment des pays qui ont pris cette décision, s'est avérée inopérante et inefficace. Le problème, c'est que lorsque vous rejetez un modèle de coopération pour en épouser un autre, vous n'en examinez pas suffisamment les recoins, les clauses, pour ne pas dire les conséquences sur le court, moyen et long terme. Cela signifie en réalité que vous vous affranchissez d'une forme de tutelle pour vous rendre encore plus dépendant d'une autre tutelle qui est beaucoup moins regardante sur les principes et qui peut effectivement à terme devenir un vrai problème. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut que des pays comme le Mali, comme la Centrafrique, puissent effectivement réfléchir sur la manière la plus efficace de préserver des relations avec ce groupe, mais sans que cela n'affecte leur souveraineté et sans que cela ne devienne un problème de politique intérieure. Alors, l'Union africaine, les organisations régionales et sous-régionales, on voit qu'il y en a qui ont leur force. Que faut-il à ces forces-là? Comment les mobiliser afin qu'elles puissent servir de palier ou bien de palliatif en cas de menace sérieuse sur la sécurité?
Alors, on est tous d'accord pour dire qu'à l'heure actuelle, la plupart des armées de la sous-région sont relativement faibles et très peu structurées. C'est la raison pour laquelle vous avez des modèles de coopération traditionnels hein, sur le plan militaire, avec notamment des pays comme les États-Unis, la Chine, la France et d'autres qui viennent dans un cadre, dans un partenariat gagnant-gagnant, où effectivement vous avez des unités d'élite qui sont formées, vous avez un accompagnement, pardon, sur le terrain qui se fait dans des opérations très spécifiques. Mais à un moment donné, lorsque le renforcement de capacités devient insuffisant et lorsque les armées régulières ne font pas montre d'une réelle force sur le terrain, la tentation est très grande à ce moment-là de sous-traiter une partie de la défense nationale par des groupes de type Wagner qui, effectivement, dans un premier temps, peuvent donner des résultats. Hein. Cela a été prouvé et montré. On a vu comment est-ce que Wagner a sévi en Syrie, ensuite au Soudan et en Libye. Donc, il y a effectivement des résultats, mais c'est des résultats qui, en réalité, restent sur le très court terme, sans véritable lendemain, puisqu'il n'y a pas derrière une stratégie de consolidation et qui permettent notamment aux armées régulières qui ont bénéficié de ce soutien de reprendre effectivement, j'allais dire, leur rôle, leur fonction régalienne et de restaurer effectivement l'État. Le grand problème, c'est que la restauration de l'État va se faire avec, en toile de fond, cette présence encombrante qui risque effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, d'affecter la souveraineté des pays qui décident d'opter pour cette solution. Alors, une dernière question, Aline Zouzi. On a vu pas mal de sanctions occidentales contre Wagner. Est-ce que cela a de l'impact sur le terrain, notamment africain? Non, non, parce qu'en fait, non, je veux dire, Wagner est coutumier du fait. Vous avez un nombre incalculable de rapports onusiens ou de rapports venant comment dirais-je, d'organisations des droits de l'homme et des plateformes de société civile qui sont fortement documentées sur des exactions qui ont été commises par Wagner sur les différents théâtres d'opération. Mais Wagner, évidemment, reste totalement insensible et indifférent par rapport à tous ces griefs et à toutes ces accusations. Cela montre bien en fait que Wagner évolue dans une forme d'impunité qui est totalement insupportable, mais qui aujourd'hui est en train de, je dirais, se révéler au grand jour, avec notamment ce conflit entre Prigojine et Poutine, mais dont on ne sait pas grand-chose non plus. Hein. Donc je crois que là aussi, toutes les hypothèses ne sont pas à exclure, y compris même, cela peut surprendre, y compris même une manipulation. Merci à vous, Aline Zouzi. Je rappelle que vous êtes analyste politique, spécialiste de l'Afrique, également producteur associé du JT diplomatique. Merci à vous pour tous ces éclairages et bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.